qu'est-ce qui t'a amené à être obligé ou à vouloir quitter la Syrie? Et pourquoi tu as choisi la France? Et je suis ici en France il y a 4 ans. Je suis venue en France à cause de la guerre en Syrie. C'est très difficile de vivre avec la guerre, avec l'enfant. Et bien sûr, je suis ici pour demande d'asile en France. Demande d'asile à titre politique? Oui. Explique-nous alors, qu'est-ce que c'était dans tes activités, dans ta vie là-bas qui justifiait que tu demandes un asile politique? Je suis écrivain et journaliste. J'ai travaillé plus de 20 ans comme journaliste en Syrie. Et j'ai travaillé comme bénévole avec l'association humanitaire pour aider les enfants que ces familles restent en prison à cause de guerre et à cause de situation politique aussi. Et ça, pas sécurité chose pour rester en Syrie, parce que le régime syrien n'est pas accepté. Ils considèrent ça comme subversif. Oui. J'ai passé violence avec mon ex il y a 10 ans. Et j'ai demandé divorce en Syrie, mais l'église refuse mon papier. Parce que c'est pas, il n'y a pas de droit pour les femmes pour demander divorce ou liberté si la raison n'est pas logique pour l'église par exemple ou pour le régime. Donc un homme qui bat sa femme, c'est pas une raison qui peut justifier que la demande de divorce, que la femme. La violence, c'est pas raison. C'est pas une raison. Oui, c'est pas une raison. Quand j'ai arrivé ici en France, le premier jour, je suis allée à OFI, c'est Association pour aide pour de demande d'asile, à Grenoble. Et dans le premier jour, j'ai demandé un divorce. J'ai contacté avec la dame qui travaille à OFI. J'ai écrit dans le petit papier que j'ai besoin d'une aide. Oui, et j'ai besoin de parler avec vous toute seule. Parce que je suis venue en France avec mon ex. Et la dame à OFI, elle m'aidait beaucoup pour faire tout ça. Et après 6 mois, j'ai avoir mon papier de divorce. 6 mois. C'est un miracle pour moi. Parce que j'attends 10 ans pour obtenir ce papier. À la première jour que je suis venue à Toulouse, j'ai contacté avec l'association Solidarité. Oui. Et la dame qui travaille dans cette association, elle est vraiment chouette, vraiment travail très bon. Et m'aider pour trouver une place parce que je suis venir ici avec mes filles et nous restons dans la rue, par exemple, le premier jour. Et j'appelle le 115 pour oui, un hébergement. Oui, mais cette dame aidez-moi pour trouver le premier 15 jours. J'ai resté avec mes filles dans l'hôtel. Et après, elle m'a trouvé l'association s'appelle Maison des Allées. Oui. C'est association, c'est association pour aider les femmes qui passaient à la violence. Vraiment, c'est très bonne place, très organisée, très humanité. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis très, je veux dire merci pour toutes les personnes qui aident moi pour trouver mon vivre maintenant, comme maintenant. Ta vie maintenant. Oui. En Syrie, il n'y a pas de liberté pour les femmes. Et quand j'ai arrivé, je suis perdue. Parce que je ne sais pas que je dois faire quoi exactement. Quel est mon droit, par exemple, ici?
Est-ce que c'est possible de demander le divorce? Est-ce que c'est possible de demander commencer dans l'université? Est-ce que c'est possible sortir toute seule sans problème? Aller prendre un café? Oui. Est-ce que c'est possible, par exemple, faire un vélo? Parce que c'est interdit en Syrie. Il n'y a pas de femme qui fait un vélo en Syrie. Les petites choses et les grandes choses, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et c'est un peu difficile pour moi. C'est différentes cultures. C'est le problème aussi. C'est le problème. Oui, pour accepter la liberté. Pour quelqu'un comme moi, les réfugiés par exemple, c'est un peu difficile. Pour faire toutes les choses dans zéro. Parce que je dois faire toutes les choses de zéro pour avancer. Je dois faire mon papier, je dois trouver mon place, mon appartement par exemple. Mais tout ça, ça a besoin de temps. C'est un peu difficile. Ça prend du temps. Oui. Mais à la fin, toutes les choses c'est comme paradis. Comme paradis. Tu peux nous expliquer un peu par rapport au travail que tu fais d'accueil ou d'écoute des migrantes, parce que c'est vrai que c'est les migrants en général, mais nous, on s'intéresse particulièrement aux femmes migrantes. Quelles sont les problématiques que tu vois apparaître à travers cette rencontre avec ces femmes? La majorité des femmes qui arrivent sur notre territoire français ont de plus en plus de mal à arriver avec un visa, puisqu'on est face à une Europe forteresse. Et donc du coup, les femmes sont de plus en plus amenées à prendre des longs parcours migratoires, de plus en plus longs, de plus en plus dangereux et de plus en plus coûteux. Et du coup, ce parcours migratoire, il a énormément de conséquences dans la vie, puisqu'elles sont souvent victimes de violences de tout type. Et que ces violences, du coup, quand elles arrivent en Europe et notamment en France, c'est des parcours de vie complètement cabossés. Et quand elles arrivent enfin en Europe, elles se retrouvent face à une situation de non-accueil, de non-prise en charge de leur situation. Il y a quelques années, les femmes qui arrivaient venaient rejoindre des conjoints. Il semblerait qu'il y a de plus en plus de femmes qui voyagent seules. En fait, les femmes, elles ont toujours migré. Mais une femme qui migre, ça fait beaucoup moins peur dans les médias, dans les discours, qu'un homme seul qui migre, avec les clichés qu'on peut avoir autour de la représentation de l'homme étranger migrant. Elles ont toujours migré et souvent, parfois d'ailleurs, de manière plus importante que les hommes. Je pense notamment par exemple aux personnes qui viennent d'Asie. Les Philippines ont toujours été très largement majoritaires dans leur migration par rapport aux hommes, sauf qu'en fait on ne les voit pas parce elles sont souvent ramenées dans du travail à domicile et donc du coup c'est des femmes qu'on ne voit pas dans la vie publique au quotidien. Elles migrent parce qu'elles viennent étudier, elles migrent parce qu'elles veulent venir travailler et elles obtiennent un travail sur le territoire français. Elles migrent aussi pour rejoindre un conjoint, mais c'est loin d'être une majorité parmi les migrations. Et puis elles migrent aussi pour se sauver parce qu'elles sont persécutées du fait d'être femmes dans leur pays d'origine, parce qu'elles ont monté une entreprise qui fonctionne vachement bien et que ça ne plaît pas, parce qu'elles se battent pour l'égalité entre les femmes et les hommes, parce qu'elles se battent pour ne pas être mariées de force. Donc voilà, les migrations sont très diverses et variées. Comment ces politiques européennes pourraient être différentes, modifiées, plus accueillantes? La revendication principale serait de pousser à mettre en place une politique pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et de tous en Europe et particulièrement sur le territoire français. Mais effectivement, comme tu le disais Marité, on ne peut pas juste se restreindre à la France. Il faut vraiment que ce soit une politique générale portée par l'Europe pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous. Et donc du coup, ça signifie en répercussion notamment la possibilité d'obtenir une carte de séjour dès lors qu'on est sur le territoire français. Ça permettrait aussi que les gens puissent, et notamment les femmes, puissent accéder à des hébergements, puissent accéder à un emploi, s'insérer et s'intégrer dans la société française et du coup changer de regard sur l'immigration parce que la migration n'est pas un problème.
je rencontre plus de jeunes femmes qui arrivent sur le territoire. Parce qu'avant l'immigration, c'était les femmes qui venaient rejoindre les maris. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui partent. Moi, je me retrouve avec des femmes qui sont brisées, qui sont cassées, qui la plupart sont victimes encore de violences sur la route, de violences des passeurs qui les obligent souvent à se prostituer. Il y en a qui arrivent violées. Voilà, donc c'est des femmes qui arrivent dans un état vraiment difficile. Quand elles arrivent maintenant, pour avoir accès aux droits ici, se loger et avoir du travail, des papiers, c'est encore le parcours du combattant. Quand on prétend dans la société ordinaire française que les migrants pourraient rester chez eux et qu'ils viennent parce que c'est leur plaisir, qu'est-ce que tu leur réponds, toi? Personne ne part par plaisir. Le proverbe qui dit qu'on est mieux chez soi, c'est pas un proverbe gratuit. C'est vrai qu'on est mieux chez soi. Les femmes, particulièrement qui arrivent de l'Afrique, l'Afrique est un continent magique où il fait beau tous les jours, où le sol est rempli de choses merveilleuses, de tout ce dont tous les grands de ce monde rêvent. Et quand on pense que ils peuvent même pas, leurs enfants peuvent même pas, ne serait-ce que manger du chocolat, qui est quand même cultivé sur nos terres. Donc, pour que les gens restent chez eux, il faut que ceux qu'on appelle les grands de ce monde acceptent que ceux qui cultivent fixent eux-mêmes le prix de leurs marchandises. De leur travail. Le prix de leur travail, le prix de leurs marchandises. Et que ce soit eux qui puissent exploiter les trésors qui viennent de leur terre. C'est terrible de voir des pays, des pays où il y a de l'or, il y a du diamant, il y a des bauxites, il y a tout. Et que ces personnes puissent vivre dans la misère pendant que d'autres viennent exploiter ça tranquillement. Et après, on s'étonne qu'on est envahi. Non, tant que les gens ne seront pas bien chez eux, les gens ne pourront pas travailler, les gens ne pourront pas manger à leur faim, ils partiront toujours. Nous sommes nombreuses et je pense que nous sommes centaines de milliers, non? On est des millions. Non, et ce n'est qu'un début. Et nous venons du bas. Nous allons reconstruire l'Europe par le bas. Même si nous faisons des choses différentes, essayons de regarder, essayons d'écouter l'autre, faire quelque chose de collectif. Et soyons l'image du monde qu'on imagine. Comment en Suisse ça vous est venu cette idée de travailler sur l'immigration? Je sais que ça fait des années que vous le faites. Quelle est la motivation qui vous a amené à prendre en charge cette problématique si importante? Alors bon, en Suisse, la migration est très importante. Les femmes sont présentes aussi au sein de la Marche mondiale des femmes et donc c'est tout naturellement que la thématique de la migration était au cœur de nos propositions et de nos revendications. Et ces dernières années, avec la politique plus restrictive, en particulier cette Europe qui se barricade, ces femmes et hommes aussi qui souffrent quand ils sont obligés de partir de leur pays, ça nous a paru impossible qu'on puisse pas mettre au cœur même de la marche mondiale cette thématique de la migration. Et à partir de là, on a construit sur toute la France, mais même au-delà,
des comités qui ont participé à cette organisation, c'est bien ça? Initialement, il faut dire que l'idée c'était de faire une occupation de la frontière Mantov-Intimil à l'occasion de la clôture de la 5e action planétaire de la Marche mondiale des femmes. Autour de cette action, en particulier en France, s'est créé un comité transnational pour continuer avec cette idée. Et c'est Nice qui a été retenu pour que cette manifestation, qui soit une première manifestation importante pour la défense des migrantes, ait lieu pour une Europe sans murailles. En Suisse, bon, il y a une particularité peut-être par rapport à d'autres pays européens. On a ce qu'on appelle la démocratie semi-directe, qui nous donne la possibilité de faire des initiatives, des pétitions, et puis aussi de travailler comme ça à la fois avec des instruments institutionnels, mais tout en gardant l'action dans la rue. Et en Suisse, en 2017 déjà, on avait lancé, la Marche mondiale et d'autres organisations féministes avaient lancé un appel pour que les violences vécues par les femmes, soit dans leur pays d'origine, soit sur la route de l'exil, que ce soit les mariages forcés, que ce soit les viols, enfin toutes les formes de violence, la prostitution forcée, que tout ça, ça soit reconnu par la Suisse comme un motif d'asile. Et on avait fait une pétition pour demander ça. On a eu l'idée que ce serait important de faire quelque chose comme ça au niveau européen. Et c'est des centaines de milliers de signatures qu'il faut rassembler, donc on a besoin de grandes organisations. Et c'est le travail qu'on va continuer et qu'on va présenter aujourd'hui. On a d'ailleurs préparé une petite carte, pétition féministe européenne, pour une reconnaissance systématique et effective des motifs d'asile propres aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTQI+. Et au dos, on a le prochain rendez-vous et on va distribuer ça à toutes les manifestantes aujourd'hui dans la manifestation à Nice, dans l'espoir que cet appel à une large coalition puisse encore être mieux entendu. On se retrouve aujourd'hui donc pour la marche des féministes à Nice pour soutenir les migrantes. Est-ce que tu peux nous dire de façon assez succincte quels sont en fait des problèmes qui se posent au niveau européen pour l'accueil des migrantes? Mais sur les questions européennes, nous on appelle vraiment un changement radical de paradigme, en matière de politique migratoire qui sont depuis 30 ans exclusivement orientés vers un traitement répressif et sécuritaire qui vise à empêcher en fait les personnes d'accéder au territoire européen avec plein d'obstacles qui sont mis sur leur route, obstacles technologiques, physiques, des barrières, mais aussi des obstacles législatifs, typiquement les visas. Et pour celles qui ont réussi, les personnes qui ont réussi, femmes ou hommes, à surmonter tous ces obstacles, lorsqu'elles arrivent aux frontières de l'Union européenne, elles se retrouvent bloquées. Et là, on met en place des dispositifs de tri qui visent à faire un tri entre celles qu'on considérerait comme les bonnes personnes à accueillir et toutes les autres que l'Union européenne et ses États membres vont chercher à expulser à tout prix au détriment de leurs droits fondamentaux et de la dignité humaine de ces personnes, avec des conséquences extrêmement graves. Il y a des grandes différences dans les parcours, en fonction de si on est une femme, si on est un homme, en fonction aussi de la nationalité qu'on possède, de si on est un enfant, si on est une minorité sexuelle, etc. On va avoir des obstacles et des parcours différents, des obstacles différents. Pour les femmes, typiquement, les violences sexuelles sont quasiment le prix obligatoire à payer pour franchir certains obstacles qui se posent sur leur route et franchir certaines frontières. C'est des parcours très différents avec des violences qui se renforcent puisque les violences de genre viennent s'ajouter à toutes les violences qui sont connues tout au long des parcours migratoires pour toutes les personnes migrantes. Si on supprimait les visas, est-ce qu'effectivement ça créerait un appel d'air
on aurait une arrivée massive de migrants, ou au contraire, ça faciliterait la circulation des migrants déjà installés en Europe, qui ont envie de repartir au pays, et effectivement, bien sûr, l'arrivée de nouveaux migrants. Donc c'est absolument pas démontré qu'on aurait un appel d'air, c'est l'argument qui est toujours opposé quand on propose d'accueillir dignement toutes les personnes qui se présentent à nos frontières de l'Union européenne. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, toutes les personnes migrantes, elles vivent majoritairement dans des pays limitrophes de leur pays d'origine ou dans la sous-région. Si on prend en exemple, les Français migrent majoritairement en Suisse, mais d'autres nationalités, telles que les Syriens par exemple, vont migrer majoritairement dans les pays de la région, la Jordanie, le Liban, la Turquie, etc. Et qu'à l'échelle mondiale, le nombre de personnes qui sont des migrants internationaux, donc qui vivent dans un autre pays que le leur, c'est 3% de la population mondiale. Et ce pourcentage-là, il est relativement stable depuis des dizaines d'années. Donc il n'y a aucune raison de craindre l'appel d'air. Et enfin, il faut vraiment savoir qu'on a vraiment des inégalités très très fortes dans le droit à la mobilité. Et les visas l'illustrent très bien. Un passeport français donne la possibilité de voyager dans des centaines de pays sans avoir à demander de visa, alors que d'autres nationalités vont devoir demander un visa, quel que soit le pays où elles veulent se rendre. Donc elles sont quasiment assignées à résidence dans leur pays d'origine, puisqu'elles ne vont jamais accéder à ces visas. Et c'est ça ce qui contraint des milliers de personnes à emprunter des voies dites irrégulières, qui sont des voies dangereuses, avec des itinéraires plus longs, plus dangereux, plus coûteux. Ces situations-là n'existeraient pas s'il n'y avait pas ces inégalités dans les droits, la possibilité de se déplacer sur la planète.